chers téléspectateurs, amis internautes, dans ce tout nouveau rendez-vous qui vous est proposé par Matongué TV. Bienvenue donc sur l'émission Laissez parler les gens. Désormais, eh bien, nous serons à la rencontre, nous irons à la rencontre de personnalités, d'intervenants, de membres de la diaspora africaine qui viendront partager ici sur ce plateau leur expérience, débattre et commenter l'actualité. Pour ce premier rendez-vous, eh bien, nous avons décidé de diviser cette émission en deux parties. La première, eh bien, nous allons la consacrer à la diaspora africaine en général, mais congolaise en particulier, en essayant de nous interroger sur ses motivations, sur ses aspirations, ses ambitions, sur ses attentes dans les pays d'accueil et leurs conséquences dans les pays d'origine. Pour en parler, eh bien, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui deux éminents intellectuels congolais. Nous allons commencer à la droite de votre écran avec le professeur Jean Kamba-Ibouacha, qui est PhD, historien des mentalités, professeur à l'Université pédagogique nationale de Kinshasa, ancien ministre de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique. Il est également directeur du Centre de recherche sur les mentalités Eugémonia à Kinshasa et auteur, bien évidemment, de plusieurs ouvrages. Professeur Kambaï, merci d'être là parmi nous. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Et nous avons également le professeur Sylvain Kalamban-Sapo, qui est théologien, professeur à l'Université protestante de Bruxelles, professeur à l'Université de la Renaissance Père Ancre à Paris, auteur de plusieurs ouvrages, mais également chargé de recherche à l'UNADEP. Alors, nous allons donc, comme je vous l'ai dit en introduction, nous intéresser sur les motivations, les attentes, sur, au fond, la condition humaine de la diaspora congolaise hors des frontières, loin de la mère patrie, en essayant de comprendre, au fond, quels sont les ressorts psychologiques de cette dernière. Je me tourne vers vous, professeur Kamba-Ibouacha, vous êtes historien des mentalités. Si je vous parle de la diaspora congolaise aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous inspire? Il faudrait comprendre une chose. Dans toute créature, mon ami, il y a une naturalité. Cette naturalité rime, c'est que fondamentalement, toute personne, toute créature en général, est appelée à aller bâtir ailleurs, à s'expatrier. C'est la nature de l'homme. C'est la nature des êtres. C'est la nature de créature. Sortir de chez soi pour aller ailleurs. D'ailleurs, diaspora signifie se construire, construire au-delà de. C'est cela, diaspora. Au-delà de. Dans une des langues que je manie le mieux, le diasapala signifie... Le Chiluba. Ah ben, le Chiluba, en l'occurrence. Le Chiluba. Okay. Diasapala, c'est aller s'établir ailleurs. Ça, c'est la naturalité de l'homme. Toute personne, d'ailleurs, la Bible, un des livres mystiques sécrétés dans le monde chrétien, judéo-chrétien par le Galiléen, n'est-ce pas? Il vous dit, malheur à ceux qui restent chez eux entre les quatre murs. Allez-y ailleurs. Faites que ces gens deviennent un. Baptisez-les. Donc, dès le départ, dès le commencement, l'homme se trouve dans une naturalité qui fait qu'il doit s'expatrier pour devenir citoyen du monde. C'est ça. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il doit s'exporter aussi d'une certaine manière, dès lors que des circonstances l'obligent à quitter la mère patrie? Oui, en plus de cette vocation, en plus de cette naturalité naturelle, l'homme s'exporte. C'est tout naturel. Les poissons s'exportent, les plantes s'exportent, les fourmis s'exportent, les oiseaux s'exportent. À plus forte raison, l'homme. Donc, il n'est même pas obligé, c'est sa nature, d'aller ailleurs. Alors, comme vous le dites si bien, Henri, les circonstances vont faire en sorte que cette naturalité pousse à la naturalisation de sa nature.
Vous comprenez? Alors, s'il vit malheureusement dans sa terre où il est, si la terre n'est plus féconde, s'il a des difficultés d'ordre politique, la difficulté d'ordre socio-culturel, ben, cette naturalité, cette vocation, cette propension se trouvera agrandie. Ainsi, il s'exporte. Nous allons approfondir la question. Okay. Professeur Karamban Sappo, diaspora, qu'est-ce que ça vous évoque? Mais je me situe effectivement dans la même perspective que le professeur, c'est que c'est quelque chose de constitutif de la personnalité humaine. On ne peut pas y échapper. À partir du moment où l'on existe, eh bien, on est obligé de temps en temps de pouvoir s'adapter aux conditions de l'existence. Les conditions peuvent relever du climat et de beaucoup d'autres facteurs. Et ça a toujours existé dans l'histoire. Donc si, comme le professeur le disait, les animaux, si les bêtes sauvages se sentent obligés de pouvoir se déplacer pour s'adapter aux différentes conditions de l'existence, à plus forte raison, l'être humain, doué d'une capacité d'intelligence, peut se sentir et doit se sentir obligé de pouvoir sortir de soi-même pour aller ailleurs. Et il y a donc cette espèce de migration constitutive de la personne humaine qui caractérise notre humanité, qui caractérise toutes les sociétés du monde. Mais bien sûr, elle peut être renforcée, elle peut être poussée à l'excès par un certain nombre de conditions historiques, des conditions mauvaises dans lesquelles les gens vivent et qui peuvent les pousser à connaître un exil violent, à connaître le sort de déplacés. C'est un peu ce que nous connaissons dans notre société aujourd'hui. Et là, ça me pousse effectivement à aborder la question que j'avais soulevée dans l'ouvrage intitulé « Fatigué d'être africain », avec point d'interrogation bien sûr. C'est votre dernier ouvrage? Non, ce n'est pas mon dernier ouvrage. Okay, non, il a été publié en 2006. D'accord. Donc dans ce livre, j'étais parti du fait que les gens, dans le contexte africain, se trouvent obligés de quitter leur terre natale pour aller vivre ailleurs, aller s'installer en Europe. Et ça, c'est forcé. Obligé ou contraint? Parce que quand on y réfléchit, en fait, c'est tous ces ressorts, toutes ces motivations qui les amènent à effectivement émigrer, reposent sur une certaine réalité dans laquelle ils vivent et qui les convainc de la nécessité de quitter la mère patrie. Est-ce que cela ne se fait pas sans douleur, devrais-je dire, puisque d'une certaine manière, ces personnes s'arrachent volontairement à la terre qui les a vus naître? Mais c'est tout à fait normal que ça se passe chez la plupart des gens dans la douleur. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on peut vouloir quitter sa terre natale, parce que ça se ressent quelque part. Mais il y en a d'autres qui croient qu'effectivement, c'est la seule condition pour pouvoir retrouver le bonheur, pour pouvoir réunir un certain nombre d'ingrédients du bonheur. Et alors, ils vont, par exemple, s'installer en Europe et dans des conditions tout à fait lamentables qu'on connaît. Et finalement, on constate que ce n'est pas l'Europe qui présente la meilleure recette et ils sont de plus en plus déçus et ils se réfugient dans la religion qu'ils croient être capables de résoudre leurs problèmes et on fait de Dieu le fonctionnaire de ses utilités. Finalement, la réponse, on ne l'a pas trouvée. Quelqu'un chez nous disait, ils ne sont ni viande ni poisson entre les eaux et ils ne savent à quel sein se vouer lorsqu'ils se trouvent dans ce contexte-là, le contexte de disette. Chez nous, ça n'a pas marché et ils viennent ici, on leur dit l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais tout cela part aussi de la manière dont ils ont conçu l'Europe, la manière dont ils ont idéalisé l'Europe. Il y a une construction, un schéma mental presque fantasmé comme ça. Mais justement, parce qu'il y a un schéma qu'ils ont, et c'est pour ça que dans cet ouvrage, j'ai parlé de la question de l'imaginaire. Une certaine représentation du monde qu'ils se font de l'Occident, mais sans pouvoir se rendre compte du fait que, et ça je ne l'avais pas tout à fait développé dans cet ouvrage, sans pouvoir se rendre réellement compte du fait que l'Europe est dans un état de déconfiture aujourd'hui et le capitalisme a atteint sa phase sénile, le capitalisme est en déconfiture. Donc on ne se rend pas compte de cela. On dit oui, mais la Banque mondiale va nous aider, le Fonds monétaire international va nous aider, on va résoudre les problèmes. Alors moi je dis assez souvent, mais quelle illusion! Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale n'ont jamais été créés pour résoudre les problèmes des peuples d'en bas, des peuples du tiers-monde. Précisément, on va y revenir. Je fais appel à vous, professeur Kamba Iguacha, historien des mentalités, devrais-je le rappeler.
Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ceux qui émigrent lorsqu'ils se rendent compte que finalement, la société qu'ils se représentaient n'est pas celle-là? Monsieur Henry, dans la ligne de ce que mon collègue vient de dire, il faut renchérir en disant que la notion de terre natale est une illusion. L'homme n'a pas été créé, si on croit ce genre de choses, n'a pas été créé pour avoir une terre natale. Une terre natale en termes de nation, en termes d'État, en termes de parcelle où je suis né, c'est une création culturelle et politique. L'homme est citoyen du monde. Et comme ce monde doit être en ordre, il y a l'ordre politique qui s'est créé. Mais l'ordre politique est mêmement culturel. Vous comprenez? Donc l'homme est libre, moyennant le respect de ce que la politique a mis sur pied en termes de nation, qui est une notion culturelle fabriquée, en termes d'État, qui est une notion culturelle fabriquée. Alors il se dit, moi je choisis de vivre en Belgique, parce que en Belgique, la Belgique me paraît, encore une fois, culturelle. Parce que la Belgique est plus sécurisante que le Congo. Mais n'ayons pas peur des mots. Hein. Me paraît sécurisant. L'homme a besoin d'être sécurisé dans son ontologie propre, comme mon collègue l'a dit. Donc je vais là où il y a plus de sécurité. On a besoin. Soyez fécond signifie simplement dompter. Je vais là où mon intelligence peut sécréter, se secréter, si je peux ainsi m'exprimer, pour dompter. La vocation de l'homme, c'est de dompter. Je m'en vais là. Donc, cette notion de là où je suis né, cette notion de la terre natale, etc., c'est une fiction. D'ailleurs, tous ces philosophes, tous ces politologues, tous ces grands juristes qui ont conçu l'État en termes de chez moi, en termes de chez nous, ils terminent tout pour dire, écoutez, non, après tout, c'est chez moi bien sûr, mais c'est fictionnel. On est arrivé avec mon collègue à l'idée, il a dit quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la notion de la représentation. La représentation, ben, ajoutons, la représentation sociale, il y a toute une théorie là-dessus, la représentation socio-culturelle, c'est là où je trouve que je peux bien vivre. Enfin, c'est chez moi. Donc les Congolais par exemple, qui se trouvent en Belgique, oui, en France, ils sont chez eux. Il faudrait que ces Congolais, ces Africains qui sont en Belgique, soient en accord avec l'ordre fictionnel politique établi. Alors tous ceux des Congolais... Donc ils partiraient d'un ordre fictionnel établi, exactement, donné vers un autre. Vers un autre. Mais cet ordre fictionnel établi, d'ailleurs, du Congo par exemple, est renforcé par le fait que l'homme, nous l'avons dit, l'homme ne trouve pas son bonheur, entre guillemets, ne trouve pas son bien-être, ne trouve pas son bon sens d'être dans la vie. Les Congolais qui sont au Congo aujourd'hui ne se trouvent pas dans le bon sens. Alors ils se disent, je vais tenter ailleurs où je peux me trouver dans le bon sens. Mais précisément, à ce niveau-là, est-ce que finalement ce n'est pas une sorte d'exutoire par rapport à une souffrance qui est endurée dans le pays d'origine, par exemple? Ça, c'est la première chose. Oui. Et la deuxième chose, une fois que le déplacement est fait, une fois que le pas est franchi, n'ayons pas peur des mots, une fois que la personne se jette à l'eau, comment concevez-vous l'organisation de ces individus appartenant à une même communauté, appelons-la la diaspora, dans un environnement autre que celui qui était le leur? En d'autres termes, est-ce qu'il y a une démarche cohérente de structuration et d'organisation de cette diaspora? Ça ne devrait pas être incohérent, Henri. Ça ne devrait pas être incohérent. Ça devrait être cohérent. Mais, tant que ce fait par l'homme, tant que l'homme établit une culturalité propre à l'homme, égoïsant, égoïste, égotique, égotisant, il devient l'égoïsme produit justement le fait de ne pas donner à l'autre. C'est ainsi que celui qui accueille croit que celui qui vient le déranger. Vous parlez du pays d'accueil. Le pays d'accueil dit très bien que non, celui qui arrive me dérange. Et celui qui accueille dérange l'autre.
Ce qui fait que nous nous trouvons dans une dichotomie existentielle qui fait que finalement on se gêne. Mais toute personne qui arrive du bonheur dans un pays à un autre bonheur dans un autre pays, il n'y a pas de difficulté pour qu'ils vivent ensemble. Voyez. Professeur Kalaman-Sappo, est-ce que pour le coup, en rebondissant sur ce que vient de dire le prof Kambay, est-ce que finalement, d'une certaine manière, toute immigration n'est pas de manière inhérente porteuse des germes du conflit, selon vous? Mais lorsqu'elle se déploie, moi je dirais, elle peut être, tout dépend du point de vue qu'elle se place, elle peut être une chance pour les uns. Est-ce que le pays d'accueil, pour faire court, est préparé à accueillir tout simplement et à intégrer? Mais il se trouve qu'il y a des difficultés dans un pays d'accueil, qui a certaines habitudes, eh bien, il y a des difficultés pour pouvoir accueillir ceux qui viennent d'ailleurs. Mais il se trouve également qu'ils doivent se préparer et qu'il y a aussi, depuis un certain temps, des moyens qui permettent effectivement de pouvoir accueillir les autres. Et en fait, ça me fait penser à toute la thématique de l'interculturalité qui se pose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper à cela. C'est-à-dire à partir du moment où l'autre vient chez moi, eh bien, il est normal, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, il est normal que je puisse l'accueillir et que je puisse lui réserver un certain accueil. Mais il est normal que certaines personnes dans cette communauté le considèrent aussi comme une menace. Donc il peut être une chance pour les uns et une menace pour les autres. Alors les institutions sont là pour pouvoir établir un certain ordre, établir une certaine manière de fonctionner qui permettra effectivement d'organiser la rencontre des cultures. Bien sûr, ça coexiste, il y a coexistence des personnes, coexistence de cultures, mais il faut qu'à un moment donné, il y ait interculturalité, qu'il y ait rencontre des cultures, des rencontres de personnes de différentes cultures. On ne peut pas échapper à cela, il faut préparer les gens à tout cela. C'est bien sûr difficile, mais on n'a pas de choix. L'humanité, elle est métisse et il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui. C'est même renforcé par le contexte actuel qui est celui de la mondialisation, celui des échanges interplanétaires. On ne peut pas échapper à cela. D'accord. Alors, les Congolais de la diaspora représentent... les chiffres varient, hein, ça va de 800 000 à 4-5 millions d'individus dans le monde. Un pouvoir économique important, puisque lorsque l'on analyse les flux financiers qui sont enregistrés vers la RDC, on arrive à un peu plus de la moitié du budget de l'État congolais, qui, je le rappelle, se chiffre à 8 milliards de dollars américains. En tout cas, c'est le budget pour 2014. Professeur Kambay, est-ce que le poids de la diaspora, aussi bien économique que financier, est une donne essentielle qui permet ou qui autorise à cette diaspora d'avoir tout simplement son mot à dire sur le destin du pays d'origine? Il faudrait, Henri, que l'État, ici, pour le cas qu'il concerne, que l'État congolais comprenne que le fait que les gens quittent du Congo vers ailleurs, n'est-ce pas, c'est de la positivité. C'est positif. Ok, ce n'est pas un acte de défiance. Ah ben pas du tout, c'est positif. Que des gens de chez moi aillent voir ce qui se passe ailleurs pour augmenter le pouvoir à tout point de vue chez moi, c'est positif. Il faut d'abord ça. Il faut que le Congo, ou n'importe quel pays, comprenne qu'un groupe aussi important des Congolais, qui d'une manière ou d'une autre, quitte le Congo pour ailleurs, c'est positif. Première chose. Deuxième chose, il faut l'organiser. Il faudrait que l'État congolais sache où se trouve chaque Congolais. Ce n'est pas le cas aujourd'hui? Ah, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, il y a un terme fantastique. En lingala, langue couramment parlée, il y a un terme fantastique. Vous connaissez ce terme? Ça s'appelle Koboa Kanzoto. Sur le plan de la matérialisation, c'est extraordinaire. Jeter le corps. Est-ce que le corps d'une personne créée, on peut le jeter? Alors j'entre par l'Angola, je sors par le Nigeria, je descends par le Liban, je passe par le Cameroun, me voici en Belgique. Na bois Kinzot. J'ai jeté le corps. C'est un saut périlleux. C'est ton expression, Henri. C'est un saut périlleux. Est-ce que le Congo, le gouvernement congolais, connaît
le nombre de Congolais qui se trouvent à Paris. Voici une certaine inconscience. Quelle en est la raison, en fait? La raison est simple. Il ne faut pas mâcher les mots. La raison est simple. Il y a un sénateur congolais, pas les moindres, qui a écrit un bouquin, un petit bouquin, il s'intitule La République des inconscients. La République des inconscients. Et moi, j'achève un ouvrage que j'appellerai La République des faire semblants. Vous comprenez? Il faudrait que le gouvernement congolais, par le ministère de l'Intérieur, par le ministère des Affaires étrangères, par les services, connaissent où se trouve le Congolais. Comme les autres. Écoutez, vous allez... En même temps, il y a eu un ministère de la diaspora il y a quelques années. Il est vrai que ce ministère n'existe plus. Pourquoi on l'a supprimé? Simplement parce qu'il y a une difficulté de fonctionnement. Est-ce que nous comprenons ce que c'est la potentialité de... Il y a un projet pour remettre au bout du jour ce ministère. C'est toujours au futur. C'est toujours, nous bâtirons. C'est toujours au futur que nous allons peupler. C'est toujours au futur que nous allons peupler. Non. Il y a une femme octogénaire, une Française, capturée à Entebbe. Le gouvernement français te dira, et il y a telle sœur octogénaire qui a été capturée. Et le gouvernement tremble pour ça. Il y a un groupe de Français, n'est-ce pas, un groupe de Belges, quelque part, capturés, etc. Et le gouvernement belge... Ce que vous nous dites, en fait, c'est que les autorités ont cette fâcheuse tendance à abandonner leurs concitoyens, leurs compatriotes. Mais pourquoi on abandonne? Parce qu'on n'est pas organisé. Parce que ce n'est pas mon problème que des gens immigrent, que les gens aillent ailleurs. D'ailleurs, pas trop d'intellectuels, pas d'ennui non plus. Vous comprenez? Donc, que quelqu'un aille ailleurs. Bon, et que s'il arrive ailleurs, il commence à faire un peu de bruit sur le plan politique. Qu'est-ce que je fais? Je boucle le bec, il y a un point trait. Vous comprenez? Donc, deux choses, et j'insiste là-dessus. C'est très bon que les gens émigrent, aillent ailleurs, mais c'est aussi très bon d'organiser cette diaspora. Il faut organiser. Mais il y a eu des tentations. Ailleurs, dans les pays africains, vous trouvez au Mali. Ah oui, ben, pourquoi ailleurs c'est abouti? Pourquoi on contrôle? Pourquoi on paye l'impôt? Mais est-ce qu'on peut contrôler la diaspora? Absolument. Absolument. Vous pensez que c'est souhaitable de contrôler la diaspora? C'est souhaitable. Si vous voulez un État organisé. Parce qu'après tout, l'État, ce n'est pas cette affaire de territoire de habiter par, etc. Non, non. L'État, quelque part un peu très bas, je dis ça en passant comme ça. Quel est l'état de l'État congolais, Harry? Quel est l'état de l'État congolais? C'est tout simple ça. Un État congolais qui ne sait pas l'état des Congolais à l'extérieur, soyons sérieux. Première fonction de l'État, c'est de protéger les citoyens. Les citoyens, ce sont les propriétaires de sites. Donc on a compris que ce n'est pas toujours le cas, effectivement. Professeur Kalaman Sapo, avant que nous n'arrivions au terme de cette première partie de notre émission, laissez parler les gens. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, eh bien, c'est le nouveau rendez-vous qui vous est proposé par Matongé TV, une émission de débat en première partie, une seconde partie où nous parlerons davantage de l'actualité, de l'agenda culturel et des événements au sein de la diaspora congolaise. Professeur Kalaman Sapo, contrôler la diaspora, l'organiser d'une certaine manière, pourquoi faire, pour quelles raisons, quel objectif, et puis surtout, nous relevons quand même au sein de cette diaspora des exemples intéressants d'intégration. Je pense tout naturellement à celles et ceux qui se lancent tout simplement en politique dans les pays d'accueil. Votre point de vue? Je voudrais simplement dire, dans la perspective de ce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, c'est qu'il y a des diasporas qui se trouvent organisées et qui ont contribué au développement de leur peuple, et on en connaît. On parle souvent des Juifs qui se sont organisés d'une certaine manière et qui contribuent au développement de leur société d'origine. Mais pourquoi il ne devrait pas en être le cas? J'ai parlé de flux financiers conséquents. Oui, voilà. Donc, on donne à prendre en considération. Donc, c'est quelque chose de positif qu'on doit prendre au sérieux. C'est la raison pour laquelle, mon collègue a bien souligné, que c'est dans l'intérêt. C'est dans l'intérêt de notre pays d'origine. C'est dans l'intérêt de notre pays d'origine de connaître ceux qui sont ailleurs, de les identifier et de voir de quelle façon on peut organiser toutes ces forces vives et contribuer plutôt leur permettre
se situer dans la perspective du développement. Tout dépend aussi de la manière dont on conçoit le développement. Absolument. On ne peut pas s'imaginer que le développement soit uniquement l'affaire de ceux qui sont sur le terrain. C'est pas possible. Donc, Ça n'existe plus aujourd'hui. un facteur de développement en dépit du fait que c'est quand même le sentiment que l'on a, l'impression que l'on a, qu'il y a une forme de méfiance entre la diaspora et le pays d'origine. Mais il peut y avoir un climat de méfiance, ça existe un peu partout dans le monde. Hein. Il peut y avoir un climat de méfiance, mais il peut aussi y avoir un climat de confiance. Mais il faut revenir maintenant à l'essentiel. C'est qu'on veut ou non le développement de son pays. Si on veut effectivement que le développement de son pays s'organise, alors il faut compter sur toutes les forces vives de la population congolaise, qui sont là à l'intérieur et à l'extérieur. Et dans le monde aujourd'hui, on ne peut pas uniquement se baser sur ceux qui sont à l'intérieur. Il faut également se baser sur ceux qui sont à l'extérieur du pays et qui bénéficient de pas mal d'expériences à travers le monde et peuvent réunir tout cela et le mettre au profit de leur pays. Donc il faut absolument tenir compte de tout cela. Je crois que... Et pour ceux qui s'engagent en politique dans les pays d'accueil, est-ce que c'est une démarche qui va justement dans le sens de pouvoir créer des réseaux, permettre à cette diaspora d'être mieux organisée et d'être tout simplement bien entendue en tant qu'interlocuteur dans le pays d'accueil? Si dans le pays d'accueil, on peut organiser sa vie politique d'une certaine manière, et si cela peut contribuer au développement de son pays d'origine, ça, on peut bien le comprendre. Tout dépend. Moi, je reviens donc à l'essentiel, sans pouvoir être la personne qui maîtrise le mieux le secteur politique, mais de façon générale, il faut toujours compter sur la conception qu'on se fait du développement, la conception qu'on se fait de l'amour de son pays. On l'aime ou on ne l'aime pas, on veut le développement ou non. Et si l'on veut le développement de son pays, le développement intégral de sa société d'origine, il faut qu'on puisse compter sur toutes les forces, sur toutes les sensibilités, sur toutes les personnes qui peuvent, selon leur propre idéologie, selon leur propre conception de la vie, contribuer au développement du pays, au développement de l'ordre de la société. Je crois que c'est ça le plus important. Professeur Kambaye, écoutez, vous allez conclure, en tout cas pour ce qui vous concerne, sur cette thématique. Je vous demanderai également, parce que je vois que vous avez apporté quelques ouvrages dont vous êtes l'auteur, ce sera l'occasion pour nos amis téléspectateurs et auditeurs de prendre connaissance des titres et des références. Alors sur cette question-là, pour conclure, en une petite minute, s'il vous plaît. C'est simple. C'est simple. Vous avez vu dernièrement la débâcle, la catastrophe, le naufrage des Congolais du Congo-Kinshasa en face de la politique de Congolais de Congo-Brazzaville. Parce que justement les Congolais de la République démocratique du Congo ne sont pas comptabilisés, ne sont pas comptabilisables, ils ont été élagués, chassés du Congo-Brazzaville. Chassés. Et quand ils sont arrivés, nous étions tous en débandade. En débandade parce qu'on ne savait pas combien ils étaient, combien ils sont partis, combien s'occupent de... Le commerce que les Congolais de la République démocratique du Congo ont entrepris de l'autre côté n'a pas été comptabilisé. Le fisc ne peut pas entrer en danse, les taxes ne sont pas payées, il y a contrebande, il y a l'informel. Vous voyez l'occasion pour nous, deux pays très rapprochés, d'ailleurs c'est une fiction d'en parler, deux pays très rapprochés, on ne connaît pas le nombre de Congolais qui se trouvent à Brazzaville. Alors, comment voulez-vous développer, comme mon collègue l'a dit? Comment voulez-vous développer? Il faudrait que tous ceux qui sont dehors, qui ne sont pas, excusez-moi les termes, qui ne sont pas nuls, qui ne sont pas bêtes, il faut que ces gens-là, qu'on comptabilise, contribuent au développement. Étant entendu que le développement, c'est de quitter de l'état d'immaturité en termes de croissance, d'immaturité à l'état de maturité. Visible, comparable, qualifiable, quantifiable. Alors, depuis que nous sommes indépendants, jusqu'aujourd'hui, comment pouvez-vous comptabiliser d'une manière visible que nous avons grandi, comme un arbre grandit? Au contraire, nous avons des crues. Alors, l'exemple de Brazzaville, c'est justement cet exemple qui te montre très bien que la diaspora congolaise à l'étranger n'est pas contrôlée. Et comment voulez-vous que cette diaspora contribue au pays? Et pourtant, je vais peut-être conclure par là si vous voulez, et pourtant, si nous regardons de près, nous faisons l'enquête à Brazzaville, nous faisons l'enquête à Bruxelles, nous faisons l'enquête à Paris, à Montréal, partout, nous trouvons qu'il y a des Congolais, des Congolais qui font du travail extraordinaire pour, aujourd'hui Henri,
nous sommes tous pincés sur Radio France Internationale. Nous sommes tous pincés, heureusement qu'il y a l'Internet, pour voir ce que les Congolais de l'extérieur ont dit. On a l'impression que ce que ces Congolais disent, c'est ce qui est vrai. Donc, et on terminera par là. Allons là-dedans. Allons là-dedans pour comptabiliser, pour faire en sorte que nos Congolais, nos citoyens qui sont ailleurs, puissent devenir nécessaires et recenser les Congolais. Voilà, pour le développement du pays. Un mot sur vos deux ouvrages. Il y en a un qui est consacré à Lumumba. Est-ce que vous pouvez le montrer à la caméra peut-être? Oui, j'ai écrit l'année dernière, en commémoration de l'indépendance, La Belgique coloniale et les Lumumba. C'est un bouquin de combien de pages à peu près? De 300 pages, qui reprend toute la mentalisation de la décolonisation du Congo belge jusqu'au 30 juin. Ensuite, sur les Baluba. J'ai écrit sur les Baluba de Kasaï, les racines et les ailes, une introduction à la boulbaïté, où je démontre que la personne qui, d'une manière ou d'une autre, par des calculs d'actuaires politiques et politisants, a voulu scinder tout un peuple, tout un grand peuple, en disant que l'autre était du Kasaï occidental, pour dire que c'est très éloigné, et l'autre était du Kasaï oriental, pour montrer que et l'Occident et l'Orient, ce sont deux entités très éloignées. Il fallait dire Kasaï de l'Est et Kasaï de l'Ouest, parce que Est et Ouest c'est très rapproché dans les perspectives d'être ensemble, comme Berlin-Est et Berlin-Ouest. Merci professeur. Merci. Ils sont tous réunis. Professeur Sylvain Kalaban-Sappo, même exercice, si vous avez encore un mot à ajouter par rapport à la thématique sur la diaspora congolaise, je vous en prie, et puis surtout nous présenter les trois ouvrages dont vous êtes l'auteur, que vous avez apportés à l'attention de nos amis téléspectateurs. Oui, par rapport à la question que nous avons abordée aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur un seul mot qui constitue une préoccupation essentielle pour moi. C'est que nous devons absolument travailler ensemble à la construction d'un nouvel imaginaire. Un nouvel imaginaire qui ne se compose pas de la dépréciation de soi-même, de la dépréciation de l'autre Congolais. Personne ne doit mépriser l'autre. Si on a en tête la conception d'un développement qui signifie ou qui va dans le sens d'un développement intégral de tout le pays, de tout Congolais, alors on doit se connaître, on ne doit pas se permettre de paupériser quelqu'un, de mépriser quelqu'un et d'imaginer que ça c'est un Congolais de seconde zone, de seconde classe. Non, il est là, il est pauvre, il souffre, mais il est Congolais, on doit le connaître, on doit l'identifier. Je crois que c'est très important. Donc, dans le cadre de la construction d'un nouvel imaginaire, eh bien, il est important qu'on puisse cesser de se mépriser, de déconsidérer les autres. Et il est important également, dans le cadre de la construction d'un nouvel imaginaire, de faire en sorte que cet imaginaire se compose de la fierté d'être congolais, de la fierté d'être noir. Car il est impossible de contribuer au développement d'une société si on n'a pas la fierté d'être soi-même, d'être ce qu'on est, de reconnaître que Dieu n'a pas commis une erreur en me créant tel que je suis. Donc il faut se respecter et s'apprécier tel qu'on est. Je trouve que cela est important et que ce nouvel imaginaire doit absolument planter ses racines dans le contexte culturel qui est le nôtre et qu'on doit de plus en plus promouvoir. Et je suis sûr que la lecture que vous nous proposez est une manière de prolonger et d'approfondir la réflexion. Oui, c'est une manière de prolonger et d'approfondir la réflexion et ça fait partie de ma préoccupation dans l'ensemble de livres que j'ai publiés. D'accord. C'est la raison pour laquelle... On va commencer par... Oui, ici, donc, j'ai apporté... Vous pouvez montrer à la caméra. L'ouvrage seulement. Fatigué d'être africain, point d'interrogation. J'insiste sur le point d'interrogation parce que moi-même, je ne suis pas fatigué d'être africain. Mais je considère qu'il y a des gens qui, à force de vivre dans la misère, se trouvent finalement fatigués et s'abandonnent à la méfiance, à la fatalité, et je trouve que ce n'est pas le bon comportement. Il faut plutôt construire un nouvel imaginaire et se relancer pour aller de l'avant. Il ne faut pas se fatiguer. En plus de cela, j'ai reçu un prix, le prix Imhotep l'année passée, après avoir publié cet ouvrage, Les grands courants de la théologie du monde noir, dont on aura bientôt une deuxième édition. Mais
la construction de nouvelles imaginaires comme étant ma préoccupation essentielle s'inscrit également dans cette perspective dans la mesure où ça nous permet effectivement de rencontrer la question de l'enseignement qui est confisqué par le monde occidental. Quand je parle de cet ouvrage, eh bien, on le verra prochainement, vous avez entendu parler de quelqu'un comme Plotin, qu'on a situé ailleurs qu'en Afrique, alors que Plotin, c'est un Africain. Saint-Augustin, les Occidentaux ont pensé que c'est leur héritage, alors que Saint-Augustin est un Africain. Et c'est l'héritage de l'Afrique. C'est pour cela que je procède au rapatriement de Saint-Augustin, de Plotin, d'Origène, qui sont les penseurs de notre société. Et je peux allonger la liste et montrer effectivement que nous avons créé, nous avons inventé, et que nous ne devons pas nous gêner de pouvoir mettre en valeur ce que nous avons inventé. L'enseignement qui doit se construire à partir de chez nous doit être un enseignement qui met en relief ce que nous avons été capables de créer et ce que nous avons été capables de... Une manière de se réapproprier notre histoire. Merci infiniment à nos deux invités. Je rappelle professeur Kamba Iwacha, PhD, professeur d'université, ancien ministre de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC, et le professeur Sylvain Kalaban-Sapou, professeur à l'Université protestante de Bruxelles et père Ancre de la Renaissance à Paris. Ici, donc, pour moi, le lieu de vous fixer rendez-vous après la pause, car nous allons passer dans la seconde partie de notre émission avec d'autres invités. D'ores et déjà, messieurs, je vous remercie pour votre participation. Voilà, chers téléspectateurs et amis internautes, vous êtes de retour sur le plateau de Laisser parler les gens, ce tout nouveau rendez-vous qui vous est proposé par Matongué TV. Eh bien, nous allons consacrer désormais de façon régulière du temps à la diaspora africaine pour pouvoir promouvoir ce qui se fait très bien en elle, les initiatives qui sont prises, les expériences vécues dans un souci d'enrichissement mutuel et d'échange. Dans une première partie, nous avons parlé de la diaspora congolaise en général, avec notamment les deux professeurs qui nous ont fait l'honneur de venir sur ce plateau, le professeur Kamba Iwacha, historien, et le professeur Sylvain Kalaban-Sapou, qui lui est théologien. Dans cette seconde partie, eh bien, nous allons parler de l'actualité, de l'événementiel, de l'agenda culturel, mais aussi et surtout eh bien, de l'histoire de l'aviation congolaise, puisque comme vous le savez, il y a de cela malheureusement quelques semaines, la RDC a perdu l'un de ses pionniers. Il s'agit du commandant Édouard Lusamba. Ceux qui ont connu Air Zaïre se souviennent que c'était l'un des pilotes des fameux DC-10. Nous en parlerons tout à l'heure avec l'un de nos invités que je vais m'empresser de vous présenter. Tout de suite donc, eh bien, je suis sur ce plateau avec deux dames de cœur, deux dames qui aujourd'hui, il faut bien le dire, dans la communauté africaine, font autorité parce qu'elles ont déployé une activité qui permet de mettre justement cette diaspora africaine en valeur. Je commence par vous, Madame Elena Matundou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes la présidente du GFAIA, le groupement des femmes africaines intégrées et actives. Vous nous parlerez donc des origines de cette... de ce groupe que vous avez créé il y a de cela quelques années. Vous avez également présidé, ou vous présidez encore le WAN, qui est le Women Afropolitan Network. Est-ce que mon accent est parfait? C'est ça, c'est très bien. Voilà, le WAN. Et vous organisez donc des séances de networking une fois par mois, si je ne m'abuse. Tous les 2 mois. Tous les 2 mois à l'hôtel Métropole. On va y revenir. Madame Guylaine Molaï, devrais-je vous présenter? Bien sûr. Eh bien voilà, vous êtes la présidente du Centre d'impulsion socio-professionnelle et culturelle, le CIPROC en cible. Vous êtes également la fondatrice du festival Aphrodisiaque. Et pour la petite histoire, Madame Guylaine Molaï est probablement la première candidate issue de l'immigration subsaharienne à s'être représentée à une élection en Belgique. C'est bien cela? Tout à fait. Voilà. Enfin, j'accueille, j'allais dire, une légende vivante de l'aviation civile congolaise, le commandant, Simon Diasolois, que tout le monde connaît, en tout cas ceux qui ont emprunté les DC-10
dans les heures de gloire d'Air Zahir se souviennent de vous, mon commandant. Merci infiniment d'être là parmi nous aujourd'hui. Je sais que l'état de l'aviation civile congolaise est chez vous une préoccupation de tous les instants. Nous allons y revenir tout à l'heure lorsque nous aborderons le souvenir et la mémoire du commandant Édouard Lusamba. Alors je commence donc par nos deux dames de cœur. Le 27 juin prochain, vous organisez une nouvelle séance à l'hôtel Métropole. Alors peut-être les origines de Jefaya et de Wana. Voilà, donc l'ASBL Jefaya, qui est le groupement des femmes africaines intégrées actives, est né il y a 6 ans maintenant. C'était suite à une réflexion entre jeunes femmes congolaises qui ne se retrouvaient pas dans les différents groupes de femmes de la diaspora, étant donné que nous avons été amenés à aller rendre visite à la première dame à l'époque et qu'elle souhaitait qu'on se présente par groupe. Et comme j'étais là avec un groupe d'amis, on ne faisait partie d'aucune association, on faisait partie d'aucune entité, etc. Donc on s'est dit, on va tout simplement dire que nous sommes ici, nous sommes des Congolaises intégrées et actives dans la société belge. Et c'est de là qu'est née l'idée en fait du groupement, qui s'est après qui a muté entre de Congolaises à africaines parce que, ayant des amis aussi d'autres pays. Voilà, donc c'était en fait surtout pour se mettre, changer un peu cette image de la femme africaine, et congolaise en particulier, pour dire que voilà, nous sommes arrivés ici pour faire nos études. Nous avons terminé nos études et nous sommes directement entrés dans la vie active et souvent à des postes où on ne nous attendait pas, en fait. Tout à fait. Et ces femmes-là, on n'en parle jamais. On ne les met pas en évidence, on ne les voit pas, parce que souvent elles sont plus discrètes, donc se mettre en retrait. Et d'où alors aussi la création donc, de ce réseautage, donc pour mettre justement toutes ces femmes entrepreneuses du réseau afropolitain, j'insiste sur afropolitain. Pas seulement congolaises. Pas seulement congolaises, non, parce que je pense